Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir donc Jean-Pierre Changeux. Jean-Pierre Changeux, moi je le connais depuis que je suis étudiant. C'était pour moi tout d'abord l'allosterie monoviman échangeux. C'est une théorie qui est bien connue des enzymologistes et qui n'a pas grand-chose à voir avec la neurobiologie. Mais pour moi, c'est donc un très vieux souvenir et une grande joie d'être à ses côtés aujourd'hui. Jean-Pierre Changeux, donc comme vous le savez, est un des grand neurobiologiste français, c'est un de ceux qui a introduit la neurobiologie moléculaire dans notre discipline, c'est-à-dire que c'est lui qui a été chercher les molécules au plus profond des neurones pour essayer de comprendre comment ces neurones fonctionnent. Et Jean-Pierre Changeux a focalisé toute son activité scientifique au début de cette recherche sur un récepteur particulier qui est le récepteur de l'acétylcholine, qui est un récepteur canal, et qui l'a permis d'isoler, de purifier et de comprendre les mécanismes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Changeux a élargit considérablement son approche neurobiologiste, puisqu'il s'intéresse beaucoup aussi aux problèmes des sciences cognitives et les liens qui peuvent être faits entre la neurobiologie fondamentale et la neurobiologie de la conscience, si je puis dire, si j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Et il va nous parler d'un domaine pour lequel il est particulièrement compétent également, mais qui n'a rien à voir avec tout ce dont je viens de vous parler, qui est l'art. Jean-Pierre Changeux est un expert dans l'art pictural et il va nous parler aujourd'hui d'une symbiose, d'une synthèse, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en tout cas d'une association entre la neurobiologie, donc la neurobiologie de la douleur, puisque c'est le thème de ce séminaire, et l'art, et je lui cède tout de suite la parole. Merci encore d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Calvino. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de m'avoir invité et de bien vouloir m'écouter, et surtout de bien vouloir accepter que j'improvise devant vous un exposé, étant donné que c'est la première fois que je le fais et je prends des risques, et vous allez peut-être en souffrir. Après tout, c'est un séminaire sur la douleur. Je vous demande donc toute votre indulgence pour ce que je vais vous présenter. D'abord, je pense qu'il est bon de savoir que notre cerveau est un organe d'une extraordinaire complexité. C'est 100 milliards de neurones, c'est millions de milliards de connexions synaptiques. Et le cerveau de l'homme est donc la synthèse de multiples évolutions. Il n'est pas né d'aujourd'hui. Nous sommes issus d'ancêtres qui ont des traits communs avec les anthropoïdes d'aujourd'hui. Cela a pris des millions d'années, c'est donc une évolution génétique. Nous avons aussi un développement ontogénétique au cours du développement embryonnaire et de la mise en place des principaux territoires de notre encéphale. Cela se produit pendant les premiers jours et premiers mois du développement embryonnaire, et puis rapidement à la fin du développement fœtal, il existe déjà des connexions synaptiques, mais chez l'homme, elles vont non seulement commencer à proliférer avant la naissance, mais aussi après la naissance, et d'autres mécanismes vont avoir lieu pour en quelque sorte stocker l'empreinte de l'interaction avec le monde extérieur. Il y a une épigénèse avec une sélection de connexions synaptiques qui permet, et c'est un point très important, non seulement l'empreinte culturelle, c'est-à-dire le fait que par exemple l'enfant va acquérir un langage particulier, mais aussi le fait que l'individu puisse produire une culture qui elle-même va pouvoir être transmise aux générations suivantes, suivant un mécanisme bien entendu non génétique. Cela permet une évolution culturelle et sociale, et il va de soi que cette évolution est en relation évidemment directement avec les représentations que le cerveau de l'homme peut produire et qui, elles, s'effectuent dans des temps beaucoup plus brefs. Le temps psychologique, c'est la centaine de millisecondes, et cette dynamique de la pensée est liée à des changements d'efficacité dans les connexions qui relient nos neurones entre eux.
Donc tout cela pour dire que notre cerveau n'est pas un ordinateur construit à partir de pièces détachées et toutes mises ensemble un beau jour. Il est donc, comme je l'ai dit, le produit de multiples évolutions emboîtées, avec évidemment une organisation hiérarchique et aussi un parallélisme, ce qui permet cette complexité organisée, pour employer un terme que j'aime bien, qui est celle de notre cerveau, qui a permis donc une évolution de l'espace conscient, du langage et des cultures. Dans l'exposé que je vais vous faire, et sur cette base, que je résume en une diapositive, donc extrêmement brièvement, je vais essayer d'abord de faire un petit résumé de la neurobiologie de la douleur. Vous avez déjà eu, j'imagine, ce sujet traité de manière très précise et très extensive. J'aborderai ensuite la communication sociale de la douleur et l'expression de la douleur dans l'art, par la voix, le visage, le corps, la composition. Et j'aborderai les moyens essentiellement culturels pour surmonter la douleur, avec toutes les symboliques qui ont pu être celles des traditions culturelles, religieuses, philosophiques, la rédemption, Eros, compassion, l'éveil et la félicité matérialiste. Et je terminerai, si j'ai le temps, par la signification évolutive de la douleur dans la survie de l'individu et la survie du groupe social. La neurobiologie de la douleur, vous avez déjà, j'imagine, pris conscience qu'il y a deux types de perceptions qui interviennent dans le traitement de l'information douloureuse. Il y a ce qu'on appelle la nociception, qui est une perception périphérique de l'information douloureuse, qui est transmise jusqu'au cerveau par des voies dites ascendantes. Et puis, il y a ce que l'on appelle, d'une manière plus précise, la douleur, qui est une perception complexe, intégrée et contextualisée. C'est là où, justement, entrent les représentations culturelles, qui est une émotion centrale consciente, qui fait appel à la mémoire, qui est dépendante de modèles sociaux et familiaux, et qui s'accompagne de manifestations extérieures, verbales et non verbales. La voix, par exemple, le cri, la plainte, la mimique, le visage, la posture, le comportement d'une manière plus générale d'échappement à la douleur. La nociception, c'est illustré ici par cette figure prise dans le traité de l'âme de Descartes. C'est la perception par des récepteurs, essentiellement cutanés, mais qui peuvent être aussi musculaires ou viscéraux, de signaux, de stimuli qui peuvent être thermiques, chimiques, physiques, variés, signaux qui sont donc reçus par des récepteurs et transmis par des systèmes de nerfs particuliers qui vont passer par la moelle épinière et remonter jusqu'au niveau du système nerveux central. Cette nociception, disons-le d'une manière très simplifiée, est le signal, c'est une sorte de signal d'alarme, c'est une vieille conception de la douleur qui est bien dépassée maintenant, mais qui reste vraie, d'un danger ou d'un dysfonctionnement de l'organisme, se brûler, tomber dans l'eau froide, que sais-je, ou une piqûre, une blessure, ou un dysfonctionnement du type digestif, que sais-je. Je crois que cette nociception est un signal, un système de signalisation très élémentaire, et il existe, vous l'avez représenté sur cette figure, des voies de la nociception qui passent, comme je l'ai dit, essentiellement par les voies de la moelle épinière et qui sont transmises par des systèmes de messagers chimiques particuliers, entre autres des peptides comme la substance P ou le CGRP, et ces signaux donc remontent jusqu'au niveau du thalamus, sont ensuite propagés jusqu'au cortex cérébral et participent à une transformation du signal nociceptif en une
émotion, une perception de la douleur, douloureuse. Il y a évidemment aussi des voies descendantes qui contrôlent la nociception, et ce qui est très connu, c'est que comme voie descendante simple, c'est l'état de veille et de sommeil, et comme chacun sait, quand le sujet est très éveillé, il perçoit moins la douleur que quand il s'endort, et c'est le soir vers 6 heures ou 8 heures, au moment où la fatigue de la journée arrive et où l'endormissement se manifeste, enfin l'assoupissement, que la douleur est la plus prononcée. Donc il existe des voies descendantes. Il existe aussi bien sûr le contrôle par la volonté, comme nous le verrons dans le cas de l'éveil, si j'ai le temps, à la fin de cet exposé. Ces systèmes d'émotions qui interviennent dans la perception consciente des signaux douloureux font partie du système limbique, et sans entrer dans le détail, certainement que tout cela a été défini avec beaucoup plus de précision que je ne le fais. Ce qui est important, c'est que ce système limbique que vous connaissez tous, qui se trouve localisé au centre de notre encéphale, et ici, ce qui est important, c'est qu'il est en connexion, d'ailleurs réciproque, ici il n'y a que dans une direction, mais avec le cortex frontal. Et comme vous le savez, le cortex frontal est la partie la plus récente de notre encéphale. Il se développe d'une manière fulgurante chez les ancêtres de l'homme, et il représente environ 30% de la surface du cortex cérébral. Donc c'est la partie la plus récente, celle qui intervient dans les fonctions supérieures de notre cerveau. Les fonctions cognitives essentiellement, la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système limbique, pour l'ensemble des émotions, mais en particulier pour celles qui sont douloureuses, disons, le système limbique se trouve dans une relation très privilégiée avec le cortex frontal. Donc vous voyez que il y a, si l'on peut dire, dans la douleur, et comme cette partie-là, comme je l'ai dit en 2 mots, fait partie de l'appareil qui intervient dans l'accès à la conscience, eh bien il y a en quelque sorte une prise de conscience de la douleur qui est particulièrement privilégiée du fait de ces interconnexions réciproques. On peut évidemment réaliser une étude des systèmes de neurones qui, dans notre encéphale, sont engagés dans les émotions. Je ne parlerai pas ici de circuit de la douleur, parce qu'on est bien loin de pouvoir dire quelles sont ces connexions entre les divers centres que vous pouvez voir ici. Vous avez essentiellement des changements dans le cortex singulaire, dans le cortex préfrontal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc singulaire, ça fait partie là du système limbique, et préfrontal, et bien de cette partie critique de notre système nerveux, comme je l'ai dit, qui intervient de manière privilégiée dans les fonctions cognitives. Alors vous voyez ici des images qui ont été obtenues dans une situation où on provoque la tristesse avec, par exemple, des images douloureuses, enfin qui ont une signification douloureuse. Et là, par exemple, la récupération après cette tristesse provoquée, qui qualifie ici de dépression. Ces travaux montrent aussi non seulement l'intervention de ce cortex singulaire, mais aussi de l'amygdale qui, on a dû vous le dire, intervient comme carrefour dans les émotions et les stimuli en particulier qui participent à l'évaluation d'un traitement de signaux ou de représentations dans notre encéphale. Donc voilà quelques éléments de réflexion sur ce que l'imagerie, là je suis très superficiel, très incomplet, mais nous suggère. Il existe donc des territoires spécialisés dans notre système nerveux central qui interviennent dans le traitement des émotions et des stimuli douloureux, et de la douleur très particulièrement, par opposition à d'autres émotions plus positives que celle de la douleur, bien entendu.
L'autre aspect que je souhaitais faire intervenir à ce niveau, c'est que évidemment l'homme est un être social et qu'il communique avec ses semblables, et que dans ces communications interviennent le langage, mais aussi des systèmes de récompense. Et d'une manière générale, d'ailleurs, ces centres représentés ici de manière extrêmement schématique dans la représentation neuronale des émotions, si j'ose dire, enfin des ensembles de neurones qui contribuent à la perception consciente des émotions et donc de la douleur. Ces systèmes de neurones interviennent évidemment au niveau de notre cerveau, de notre système nerveux central, pour participer à l'évaluation, contribuer à l'évaluation de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que la scène dans laquelle l'individu se trouve plongé va soudainement, par exemple, entraîner la panique. Il y a un signal sonore dans cette pièce, au feu. Quelqu'un a crié au feu, donc il y a tout un système de neurones qui va être mis en route et activé, et l'individu va avoir tendance à fuir. Donc vous voyez qu'il y a en quelque sorte évaluation de la situation par ces systèmes des émotions, et en même temps une décision prise de comportement. Donc ce qui est important de prendre en compte, c'est que j'ai dit qu'un cri, un signal, bon, c'est vrai que nous pouvons tous percevoir ce signal, mais en général, c'est la communication entre individus qui intervient dans la propagation de ces signaux, avec évidemment toujours l'intervention de ces systèmes de récompense qui mobilisent ces neurones dont je viens de parler, et tout particulièrement ceux qui interviennent dans les récompenses positives, comme les systèmes dopaminergiques. Mais tout ça pour dire que il peut y avoir communication d'émotions par, ici la parole, mais aussi par des images, bien entendu, nous allons y venir, qui vont donc faire en sorte qu'un individu donné peut communiquer avec un autre individu un contexte qui va stimuler ou faire naître par exemple, une émotion de type douloureuse. Donc, il est important de prendre en compte dans la neurobiologie à venir, parce que cette neurobiologie n'est malheureusement pas encore bien faite, la communication d'individu à individu, de signaux qui vont par exemple être des signaux douloureux. Et alors, ici, vous avez une expérience qui tente d'identifier des cellules nerveuses qui vont peut-être, suivant Rizzolatti, intervenir dans l'imitation, ce qui est évidemment un mode de communication d'individu à individu extrêmement rudimentaire, mais néanmoins très fondamental au niveau du groupe social. Et ici, par exemple, chez ce singe éveillé, s'effectue un enregistrement d'une cellule unique dans l'aire prémotrice et dans le cortex frontal. Et donc notre enregistrement ici concerne ce singe qui regarde l'expérimentateur prendre une cacahuète et la mettre à sa bouche. Et ce qui est intéressant, c'est que si maintenant le singe effectue le même mouvement que celui qu'il vient de voir et qu'il l'effectue lui-même, les mêmes neurones entrent en activité. Donc c'est ce qu'on appelle des neurones miroirs qui ont été découverts par Rizzolatti et qui, en quelque sorte, interviennent à la fois dans la commande d'un mouvement et dans la perception du même mouvement effectué par un autre individu.
Donc vous avez ici des systèmes de neurones, c'est tout à fait un début, qui interviennent dans la communication ici d'un type de mouvement particulier, mais vous pouvez imaginer évidemment tout de suite une communication intersubjective qui va être le domaine de l'expérience esthétique partagée. J'ai parlé de neurones miroirs. Eh bien, ces neurones miroirs, ils ont été étudiés chez le singe. On voit ici le chimpanzé en train de se regarder, de regarder son image miroir sur le miroir d'une flaque d'eau, et évidemment toute la symbolique de cette représentation de l'individu se regardant comme notre chimpanzé, et puis devenant, là, ça devient un peu un développement ultérieur culturel dans le mythe, qui tombe en quelque sorte amoureux de l'image qu'il voit se refléter sur cette surface d'eau, sur ce plan d'eau. Donc, neurones miroirs, imitation, identification donc de l'image du sujet avec lui-même, et cette phrase de Lévi-Strauss, toujours à mi-chemin entre le schème et l'anecdote: le génie du peintre consiste à unir une connaissance interne et externe. Ici, c'est sa propre image, mais évidemment, ça va être une situation distincte dans le cas d'un signal ou un stimulus douloureux. Juste ici, pour toujours reprendre ce thème du miroir, des neurones miroirs, du chimpanzé se regardant son image sur un plan d'eau, le mythe de Narcisse, et ici un très beau portrait de la fille d'Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, le portrait de sa fille Julie, peint en 1792. Et cette synthèse exactement équilibrée d'une ou de plusieurs structures artificielles et naturelles que réalise le peintre ici. Il y a à la fois évidemment du naturel, c'est le portrait, le double portrait de face et de profil. Vous voyez que ici Madame Vigée-Lebrun anticipe Bertillon, puisque c'est une chose très, très étonnante d'ailleurs de trouver déjà sur ce tableau le même visage de face et de profil, mais vous pouvez aussi remarquer que c'est très artificiel, parce que il est pratiquement impossible que cette situation se réalise physiquement. C'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme de ce tableau. Donc l'artiste donc va faire cette synthèse entre le monde extérieur et son monde intérieur, synthèse équilibrée, comme le disait Lévi-Strauss, et réaliser en quelque sorte dans l'œuvre qu'il peint se représenter, si je me permets de citer Ricoeur, soi-même comme un autre, et avec l'idée qui est très caractéristique de cet autoportrait de Nicolas Poussin, que l'artiste façonne dans l'imaginaire une œuvre réelle à travers laquelle il retrouve les autres hommes. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement se peindre lui-même, mais essayer en quelque sorte de faire en sorte que les autres vont se retrouver dans ce portrait, comme d'ailleurs le Caravage se retrouve dans ce portrait douloureux de Goliath, où il se représente lui-même, donc en quelque sorte de cerner, de projeter ce qui se voit en lui et de se représenter lui-même, en quelque sorte victime du jeune éphèbe qui est David, et qui prend sa tête par les cheveux. Donc l'artiste va
en quelque sorte non seulement représenter ce qu'il voit, la mimésis du monde extérieur, mais surtout représenter ce qu'il voit dans son monde intérieur, se représenter et en se projetant lui-même sur la toile, essayer en quelque sorte de communiquer avec ses semblables et de en quelque sorte faire voir et propager ses propres émotions. Et je termine ce propos introductif avec cette photographie qui a été présentée tragiquement à travers le monde sur le Kosovo, et une photographie que je fais entrer dans les œuvres d'art. Je sais que c'est une question qui est controversée, et je citerai simplement Hegel qui nous dit que l'art rend durable ce qui à l'état naturel n'est que fugitif et passager. Et bien voilà, cette photographie tragique est un instantané d'un moment qui est aussi beau qu'une pietà, comme nous allons en voir plusieurs dans les clichés qui vont suivre. Et là, l'artiste, par son témoignage, convoque le spectateur à partager sa conception du monde, et ici il incite le spectateur à contester. Je pense que c'est aussi un rôle fondamental dans la peinture, une intolérable réalité. Donc nous arrivons après en quelque sorte cette introduction un peu impressionniste, si j'ose dire, sur les neurosciences, la douleur et l'artiste, et ce que fait le peintre, le travail du peintre en quelque sorte, et la visée de l'artiste, de communiquer sa vision du monde d'une manière intersubjective, par opposition aux scientifiques qui essayent de communiquer une vision objective, si possible, du monde, qui ne veut pas dire que dans sa subjectivité d'artiste, il n'y a pas une certaine forme d'objectivité. Mais enfin, ça, je laisse ça pour la discussion. Je vais simplement résumer en quelque sorte ce que je vais vous présenter maintenant. L'artiste tente d'avertir, de prévenir, de lutter contre la survenue de la douleur sous ses multiples formes par son art. Il exploite pour ce faire des systèmes symboliques déjà présents dans les diverses traditions culturelles, philosophiques ou religieuses, depuis la valeur rédemptrice de la souffrance, la compassion, l'ambiguïté érotique, l'éveil et pourquoi pas le rire, qui est un analgésique puissant, comme chacun sait. Venons-en donc à la communication sociale de la douleur et l'expression de la douleur dans l'art. La première représentation, évidemment, c'est le cri, la plainte, et ce célèbre tableau ou cet ensemble d'œuvres peintes par Edvard Munch autour de ce pastel. Il existe des toiles, fait plusieurs œuvres du même sujet où ici se trouve exprimé d'une manière extrêmement schématique et simplifiée, peut-être même caricaturale, mais néanmoins tout à fait non ambiguë, l'expression première de la douleur, le déchirement, le cri. Le visage a été la mimique a été traitée par les artistes exprimant la douleur très tôt. Il y avait déjà, évidemment, dans le cri, une mimique, la bouche ouverte et les mains sur les tempes. Mais il est évident que c'est par ces sculptures dès l'Antiquité gréco-romaine que on voit s'exprimer sous le ciseau de l'artiste les traits caractéristiques de l'expression de la douleur, et qui je cite Charles Lebrun, nous allons y revenir,
sur l'expression générale et particulière. La douleur aiguë fait approcher les sourcils l'un de l'autre et élever vers le milieu. La prunelle se cache sous le sourcil, les narines s'élèvent et marquent un pli aux joues. La bouche s'entrouvre et se retire. C'est ce que nous pouvons voir ici déjà sur ce marbre d'après l'Antique. Dès l'Antiquité, Alexandrie, Hérophile et Ésistrate, la relation entre l'expression des émotions, la pensée, le langage et l'organisation du cerveau est faite. C'est les thèses céphalocentriques sur le siège de l'âme, entre guillemets. Et vous avez ici ces très beaux dessins gravés de Vézal sur le cerveau, qui ont d'ailleurs été très largement repris, comme vous allez le voir par la suite, et qui, ici c'est 1543, qui, dès le XVIIe siècle, voici un dessin de Charles Lebrun. Vous avez pu voir immédiatement que c'est un pastiche, si j'ose dire, on n'oserait pas le faire de nos jours, de ce dessin original de Vézal, qui est repris ici, avec la glande pinéale, parce que Lebrun, évidemment, a lu Descartes. Et avec l'idée que dans l'expression de la douleur, vous voyez déjà Lebrun qui l'écrit: la tristesse est une langueur désagréable où l'âme reçoit des incommodités, du mal ou du défaut que les impressions du cerveau lui représentent. Vous voyez que déjà, dès le XVIIe siècle, après l'homme de Descartes et évidemment tout le travail anatomique de Vézal, aussi de Léonard de Vinci, vous voyez que déjà cette mimique et cette expression des émotions sur le visage est considérée comme faisant intervenir le cerveau et celui-ci commandant au visage des traits caractéristiques d'une expression douloureuse particulière. Ils disent que Lebrun appelle la douleur de l'esprit. Et vous voyez là encore ce mouvement des sourcils, les ailes du nez, la bouche dont les coins se replient, et ce que Lebrun appelle la douleur de l'esprit ou la tristesse tout simplement. La douleur aiguë avec un visage plus grimaçant, et qui se distingue d'ailleurs de cette douleur d'esprit, et la tristesse et la douleur corporelle. Vous voyez qu'il y a des nuances dans les expressions que Lebrun essaye déjà de décrire. Et enfin le pleur avec ses froncements de sourcils, ses larmes qui coulent, ses rides qui se forment, et ce visage très grimaçant de l'individu qui laisse échapper ses larmes. Donc une analyse extraordinairement fine et précise de l'expression des émotions. Cette conférence de Lebrun est centrale, avec toujours quand même une petite pointe d'humour, et sans que Lebrun soit un évolutionniste, loin de là, mais il est très influencé par la physiognomonie des anciens. Il tente dans ses recherches sur l'expression des émotions à retrouver l'animal qui a une forme de visage, sans être nécessairement l'expression d'une émotion particulière, mais surtout l'expression d'un trait particulier. Ici, bien sûr, l'âne et si j'ose dire, l'homme âne ou la sottise. C'est un peu une fantasmagorie, bien entendu, de Charles Lebrun, alors que ces recherches de Lebrun sur l'expression des émotions est tout à fait centrale. Je pense qu'il s'agit d'une analyse extrêmement sérieuse et, vous voyez, je dirais scientifique même. C'est la science de l'art des émotions que Lebrun essaye de traiter dans cette célèbre conférence.
Vers la même époque, vous voyez, nous sommes à la fin du XVIIe siècle, les anatomistes s'intéressent beaucoup non seulement au cerveau, au squelette, mais aussi à la musculature. Et vous voyez déjà chez Gaetano Zumbo et cette cire anatomique l'intérêt de cet anatomiste pour les muscles qui interviennent dans l'expression des traits du visage. Et il y a là donc une recherche plus en profondeur qui se situe en quelque sorte intermédiaire entre Lebrun qui nous montre un cerveau copié de Vézal, mais qui ensuite passe directement au visage avec ces modes d'expression sans, disons, nous parler de ce qu'il y a entre les deux. Entre les deux sont des muscles qui vont commander ces mouvements différentiels de la peau du visage qui vont créer cette expression, cette mimique, cette expression des émotions, et en particulier de la douleur. Et vous voyez que déjà, donc, au temps de Lebrun, les anatomistes s'intéressent à cet aspect-là des choses. Et ici, plus tard, en 1946, Jacques-Fabien Gauthier d'Agoty a réalisé tout un ensemble de planches anatomiques très remarquables où il observe très en détail, à nouveau ici, la musculature de la face et tous ces muscles qui se trouvent sous la peau du visage et qui vont commander ces expressions que Lebrun a si bien décrites. Et c'est Charles Bell, un auteur anglo-saxon qui, tout à fait au début du XIXe siècle, va reprendre la tradition de Lebrun et essayer de nous parler d'une anatomie de l'expression en peinture, et va à la fois nous présenter donc ces visages comme celui de la douleur corporelle, de l'angoisse qui va jusqu'à la mort, va décrire les muscles du visage qui vont être en relation, qu'il essaye de mettre en relation avec ces expressions. Et à la même époque, les théories sur le cerveau vont évoluer d'une manière très majeure avec Gall et Spurzheim, et les théories de la phrénologie qui, comme vous savez, par opposition aux anciennes conceptions de l'organisation du cerveau qui voyaient dans le cortex cérébral un tissu homogène, où pouvaient s'effectuer les synthèses de l'esprit. Au contraire, Gall propose que les territoires du cerveau, qu'il dessine ici sur le crâne lui-même et qu'il met en relation avec des bosses du crâne, ça c'est le côté fantaisiste de la phrénologie, mais l'idée intéressante c'est que il propose une différenciation des territoires corticaux qui vont intervenir dans diverses fonctions cérébrales. Le langage, évidemment, c'est la partie de loin la plus intéressante puisqu'elle était à l'origine des recherches de Broca, mais aussi des traits de caractère comme la charité ou la sociabilité, qui était à l'époque assez fantaisiste, il faut bien le dire. Mais c'est quand même dans ce contexte que va être conçue l'idée qu'il puisse exister des territoires du cerveau spécialisés dans certaines fonctions. À l'époque, c'était très modulaire. Vous voyez ça comme des territoires autonomes. Cette idée est abandonnée, mais qu'il y ait des différenciations dans notre cortex cérébral. Vous savez tous que c'est bien le cas. Et c'est donc avec la phrénologie va se développer en quelque sorte une analyse non seulement de la perception des émotions et de la douleur, mais aussi de l'expression par les traits du visage de ces mêmes émotions, encore une fois, comme Lebrun nous l'a montré. Et influencé par la phrénologie, ce qui vient un peu après Gall et Spurzheim, Courbet, qui, avec l'homme blessé, se
se présente comme un homme souffrant, mais d'une manière quand même, il faut le dire, assez complaisante. Là, c'est beaucoup moins. C'est un autre autoportrait de Courbet où il communique effectivement le désespoir, la souffrance morale à celui qui regarde ce tableau. Et au même moment, peu après, cet examen de l'expression des émotions et de la recherche de ces bases matérielles, ce qui a d'ailleurs créé un débat puissant à l'époque, cette recherche est réalisée par un médecin français très original, Guillaume Benjamin Duchesne de Boulogne, qui est à la fois médecin et photographe, et qui ne va pas simplement se contenter de photographier des mimiques, mais en même temps se fondant sur les analyses musculaires dont j'ai parlé tout à l'heure, plus de l'innervation de ces muscles, va essayer de stimuler sélectivement par ce qu'ils appelaient la faradisation, essayer de reproduire l'expression des émotions par une stimulation électrique différentielle de muscles du visage. Et c'est cette analyse électrophysiologique de l'expression des passions qui va constituer un apport unique et tout à fait exceptionnel de Duchesne de Boulogne à l'expression des émotions, qui sera d'ailleurs repris par Darwin dans un livre très célèbre sur l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux. Et extrait de l'album personnel de Duchesne de Boulogne, cette innervation de la face qui complète la myologie que je vous avais présentée dans les clichés précédents de Gauthier d'Agoti ou déjà de Zumbo, avec maintenant l'idée que la stimulation différentielle de certains de ces nerfs, ici, que vous avez présents, de l'extérieur par faradisation, entre guillemets, va créer des mimiques, et c'est ce que Duchesne de Boulogne veut faire pour la souffrance, contraction électrique du sourcilier à un degré moyen, souffrance. Souffrance profonde, les deux maintenant. Contraction volontaire du sourcilier, douleur extrême jusqu'à l'épuisement, tête de Christ. Et effectivement, si vous rapprochez, excusez-moi, ces visages tels que Duchesne de Boulogne les photographies, avec l'idée qu'il y a donc une commande nerveuse qui va stimuler différentiellement des muscles de la face qui eux-mêmes vont entraîner des changements dans l'organisation du visage, et donc dans cette mécanique d'expression des émotions. Et il y a donc un mode de communication d'individu à individu et que l'artiste va reprendre ici dans cette ce Christ d'Annibal Carrach, qui présente évidemment beaucoup de points communs avec le visage de Duchesne de Boulogne ou ce Christ couronné d'épines de Guido Reni. Et dans un autre esprit, bien entendu, mais reprenant aussi ces mimiques que je viens de vous présenter, d'Autodix, le soldat qui meurt, enfin ce soldat mort, et dans Picasso, cette tête qui pleure de 1937. Ces expressions du visage, expression de la douleur, sont aussi prégnante dans le cas de la photographie, comme cette photographie tragique de prisonniers cambodgiens et de cet enfant en particulier qui a été certainement torturé. À côté de l'expression de la douleur par le visage et par les traits qui donc vont exprimer l'émotion douloureuse et la faire comprendre aux spectateurs. Évidemment, il y a le cri, il y a la mimique, il y a aussi la posture, le corps. Et dès la plus haute antiquité, une stèle de victoire royale acadienne en Mésopotamie,
on voit déjà l'expression par la posture et finalement la chute, la perte de tonus musculaire et peut-être même la perte de conscience ici, dans cette scène de violence, hélas, des origines de nos cultures, où la douleur affecte la posture avec la perte d'équilibre, comme vous pouvez le voir ici dans le cas de cette victime blessée par ces guerriers. Et dans cette analyse du corps, en quelque sorte, ces fragments anatomiques de Théodore Géricault, ces corps de suppliciés qui vont servir en quelque sorte de matériaux de base pour exprimer la douleur par le corps, avec évidemment cette perte de tonus, ce morcellement que Géricault nous fait comprendre par ses recherches sur ces fragments anatomiques, qu'il va reprendre et recomposer en quelque sorte et repenser dans ses dessins préparatoires au radeau de la Méduse, avec la recomposition du corps souffrant, qui là évidemment non seulement s'accompagne d'une perte de tonus, mais vraisemblablement aussi d'une perte de conscience. On retrouve le corps torturé du martyr chrétien, le corps torturé du martyr révolutionnaire avec ce très beau David Joseph Barra, et aussi ce supplice de la roue, comme au Moyen-Âge et sous le Troisième Reich, le supplice du nazisme, dans cette magnifique photographie de John Hartfield des années 30, et ici 1934 très précisément. Il y a donc expression par la voix, par le visage, par le corps, mais aussi par la composition. Et ici, c'est très beau, la vie de Nicolas Poussin sur le portement de croix, qui est très abstrait, où la composition des silhouettes, les lignes brisées, le contraste des lumières exprime l'effort douloureux infligé au porte-croix par ses bourreaux. Et ici, ce très beau tableau de Sebastiano del Piombo, où il y a à la fois l'expression douloureuse du visage et des visages et la composition des corps dans cette toile de Jésus portant sa croix et le Cyrénéen. Dans cette crucifixion de Noël Coipel, le Christ en croix pleuré par les anges, où le corps supplicié du Christ et la lamentation des anges, qui se trouve ici, qui est très inspiré d'ailleurs de Charles Lebrun, auquel le spectateur va s'identifier, donc créer un climat d'empathie, donc à la fois donc composition très triangulaire et très simplifiée du corps supplicié et de la lamentation. Ici, c'est encore une très belle Pietà qui, elle, au contraire, tranche par son extraordinaire simplicité l'intensité de la douleur de la mère devant le corps de son fils, avec une composition d'une extraordinaire statique et d'une simplicité extrême, toujours de Sebastiano del Piombo. Et ici, encore une composition d'une autre nature, beaucoup plus dynamique, de l'effondrement du corps de la Vierge devant le corps sans vie de son fils, du Tintoret, et ce très beau passage du même tableau, et l'effondrement et peut-être même la perte de conscience de la Vierge dans la douleur face au corps de son fils. Hannibal Carrache traite le même sujet avec une retenue, je dirais même peut-être une simplicité, une fluidité, un entrelac de courbes et une certaine forme de douceur en dépit de la tragédie de la situation et du tragique de la scène. Il y a déjà une autre sensibilité plus classique que le maniérisme du Tintoret, et non moins émouvante. Vous retrouvez évidemment ici l'expression de la douleur telle que nous l'avons décrite tout à l'heure, mais il y a ici cette composition
des formes ici qui enveloppent en quelque sorte le corps du Christ. Sur un sujet purement mythologique et historique, les expressions sont les mêmes. C'est pas propre au christianisme ou même au catholicisme, puisque ici c'est la mort d'Alceste qui est traitée par Peyron, et cela illustre simplement le fait qu'il y a une universalité dans ce traitement qui n'est pas propre à une tradition culturelle particulière. On retrouve, mais dans un climat qui est évidemment assez différent, cette douleur devant ce corps en train de perdre sa vie. Géricault, lui, aborde ce sujet de la douleur avec une connotation beaucoup plus violente par rapport à cette fluidité d'Hannibal Carrache. Et ici, nous l'avons vu déjà avec ces corps de suppliciés, on perçoit déjà la violence dans la souffrance d'une lutte pour la vie, souvent subie, qui entraîne une souffrance infligée, avec ces scènes de cannibalisme qui constituent une première esquisse parmi de nombreuses du radeau de la Méduse. Vous retrouvez déjà, rappelez-vous ce dessin, ce très beau dessin que je vous ai présenté tout à l'heure, du corps effondré en quelque sorte. Et cette violence dans la douleur ici qui se manifeste par la composition toujours. Évidemment le tableau final ici, qui est évidemment un fait divers, le radeau de la Méduse, mais qui est traité comme une allégorie de la souffrance. Le thème n'est pas ni propre au XVIe siècle, ni au XVIIe, ni au XIXe. Il est d'actualité. La souffrance, malheureusement, existe de tout temps à travers le monde et de nos jours tout particulièrement. Avec ce Pablo Picasso, cette protestation contre la souffrance, cette composition avec le Minotaure, qui était un manifeste contre la douleur infligée par la guerre. Et bien entendu Guernica et à nouveau le cri qu'on retrouve ici, qui témoigne à la fois de la cruauté de la guerre et de cette protestation contre ces ravages. Autodix avec ses tranchées écroulées et ce paysage qui est un paysage de douleur simplement. Dans tous les détails, il y a très peu de visages reconnaissables, on en retrouve, mais c'est le paysage lui-même qui est déchiqueté et qui est douloureux. Donc, communication sociale de la douleur par la composition, c'est ce que je viens d'essayer de vous présenter. Toutes les traditions culturelles ont essayé de trouver les moyens de surmonter la douleur et les artistes ont évidemment participé à cette entreprise. Aujourd'hui, fort heureusement, on connaît des agents chimiques, analgésiques qui nous permettent de surmonter la douleur. Les opiacés, on a dû en parler abondamment. Mais ils sont connus de longue date, d'ailleurs. Hein. Comme beaucoup de médicaments, on les connaissait déjà en Mésopotamie, de 3000 ans avant notre ère. Mais les traditions culturelles ont essayé de faire en sorte que le sujet, par ses facultés cognitives, je dirais pour simplifier, par le truchement de son cortex préfrontal, c'est une manière un peu réductrice et simplifiée, bien entendu, de le dire, mais de faire en sorte que nous puissions surmonter la douleur ou au moins lui apporter une justification, un moyen quelconque qui nous permette de la surmonter. Alors évidemment, il y a la tradition chrétienne de la rédemption. Et ici, ces scènes de martyrs qui montrent, avec le Titien, le martyr de Saint-Laurent, cette composition ascendante vers le ciel, qui est une sorte, en quelque sorte, d'exaltation sacrificielle de la souffrance rédemptrice,
qui apporte le salut. Ici, ce très beau tableau du martyr de Saint-André de Restou qui aussi montre toujours cette espèce de composition très ascendante vers le ciel, en quelque sorte, qui illustre la rédemption par le martyr et par la souffrance. Et enfin, ce très curieux tableau de Guillaume Courtois, d'après une gravure du Bernin, le sang du Christ, qui nous montre tout ce sang versé, je dirais, jusqu'à l'épouvante, parce que tout ça, c'est un bain de sang, et je dirais même l'écœurement. Donc, on arrive à une vision qui est évidemment très contestable de la signification rédemptrice de la souffrance. Et à l'opposé, je dirais que les traditions culturelles, parfois même les mêmes, ont utilisé un autre aspect de la vie de l'individu et de ses émotions, qui est l'érotisme. Et si on regarde cette Madeleine pénitente d'un anonyme léorin du début du XVIIe siècle, du musée de Meaux, on se demande si elle se trouve vraiment dans un état de souffrance ou d'extase érotique. Et Platon, déjà dans Phédon, nous disait « Quelle chose étrange, mes amis, me paraît être ce que l'on nomme le plaisir. La nature l'a mis dans un bien curieux rapport avec la douleur. » Et cette conversion de Marie-Madeleine ici, de ce très beau tableau de Cagnacci, nous allons en voir d'autres, suggère plutôt que le diable ici, un voyeur, enfin toute une interprétation érotique de cette scène qui est loin de la souffrance de notre Marie-Madeleine qui se trouve ici. Ou la mort de Cléopâtre, par exemple, ce célèbre tableau de Cagnacci, ce Saint-Sébastien du musée de Meaux également, qui se trouve à mi-chemin entre la douleur et l'extase érotique. Cette extase de Sainte Thérèse d'Avila, dont on ne sait pas trop ce qu'elle représente, ou cette mort de Lucrèce, vous voyez que les mêmes schémas se retrouvent dans toutes les traditions culturelles. Il y a une forme d'universalité à la fois dans l'expression de la douleur et de l'érotisme, où cette jeune martyre qui eût pensé que c'est une martyre, mais enfin là il y a les instruments du martyr, mais autrement l'interprétation n'est pas aussi évidente qu'elle le paraît dans ce sens-là. Où c'est très beau, c'est très bel adolescent des enfants de Bethel de Laurent de La Hire, où là encore l'ambiguïté existe entre l'expression de la douleur et de la mort et du désir. Donc une manière de surmonter la douleur par en quelque sorte l'érotisme, si l'on peut dire. Et une autre, évidemment, c'est le partage. C'est se mettre à la place d'autrui pour comprendre sa souffrance et la soulager, c'est la compassion. Le dur métier de vivre de Georges Rouault. Il serait si doux d'aimer, toujours de Georges Rouault, ou dans une toute autre tradition, pour le serment des Horaces, de Jacques-Louis David, ce merveilleux rapport entre la mère souffrante et son enfant. Où cette situation, souvent traitée par les artistes de la charité romaine, du vieillard sauvé par le lait de cette très jolie femme, ou ici Bélisaire, ce général aveugle qui abandonné de tout, c'est un jour reconnu par un de ses anciens soldats devenu aveugle, ou cette Tancrède blessée avec Herminie et Valfrino de Turquie, ou bien encore cette compassion entre Irène, qui n'est pas une sainte d'ailleurs, c'est pas par sainte Irène, elle a perdu son titre. Donc Saint-Sébastien, avec cette scène très belle de
soulagement de la souffrance. À côté de cette vision compassionnelle, en quelque sorte, d'aide dans la souffrance, une autre manière de traiter la douleur, de la surmonter, c'est l'éveil dans les traditions orientales. Essayer par la force de sa volonté de surmonter les passions du monde et entre autres la douleur avec cette Tara verte du Tibet ou ce Bouddha protégé par le serpent Naga du style Bayon au Cambodge du XIIe, XIIIe siècle. Et enfin, pourquoi pas le rire et la félicité matérialiste avec Démocrite qui nous a enseigné depuis les anciens Grecs à surmonter les vicissitudes du monde en prenant distance par rapport à eux, la félicité du sage épicurien. Et aussi, disons-le, pourquoi pas, le bonheur de vivre de Matisse. Et pour terminer, cette revue en quelque sorte un peu décousue, mais la manière dont les artistes ont pu traiter d'abord l'expression de la douleur et essayer de nous montrer comment on peut essayer de la surmonter sous les différentes formes que nous ont apportées les traditions culturelles, avec ce caractère très remarquable d'une grande similitude à travers toutes les traditions culturelles, une sorte d'universalité de l'expression de la douleur. Essayer de voir au fond quelle est la signification évolutive de cette expression des émotions qui est évidemment traitée par Charles Darwin dans le contexte de l'évolution des espèces, avec l'idée que évidemment cette communication des émotions va aider à la survie. L'individu va être en quelque sorte un trait inné. C'est ça qu'il essaie d'illustrer avec ses propres enfants d'ailleurs et ses photos de Regelander, qu'au fond ça ne s'apprend pas. L'expression de la douleur, elle est là, elle est innée, elle, caractéristique de l'espèce, et là ses antécédents chez l'homme et les animaux. Du livre de Darwin, ce chimpanzé désappointé et de mauvaise humeur, ou bien de Wahl, cette chimpanzé femelle criant de frustration et se frappant elle-même dans l'expression de sa douleur, qui donc n'est pas propre à l'homme, qu'il a hérité de ses ancêtres au cours de l'évolution et qui vont donc non seulement contribuer à éviter le danger qui met en cause la survie de l'individu. Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à fait au début, et Darwin reprend cette thèse qui est d'une extrême simplicité et très évidente, en prenant en considération le fait que la douleur est un système précablé, qu'il fonctionne bien pour un certain nombre de choses, mais que beaucoup de choses passent à travers. Il y a certains cancers qui ne sont pas douloureux, et puis il y a certaines douleurs nerveuses chroniques qui ne correspondent pas à des traumatismes ou à des lésions ou graves, mais qui sont liées à une activité spontanée pathologique du système nerveux. Donc c'est une machine automatique qui a ses qualités et qui aussi, avec tous ces automatismes, n'est pas parfaitement adapté à toutes les situations. On s'attend à cela, mais le bilan est quand même positif et disons que Darwin y voit un élément, un facteur important dans l'évolution des espèces, et à la fois pour prévenir le danger, mais aussi pour le communiquer. Et là, on arrive à une autre thèse qui a été reprise par Kropotkin, qui est importante, que Darwin lui-même exprime dans La descendance de l'homme, qui est que il va y avoir des
des traditions culturelles qui vont se développer dans les sociétés et qu'il va y avoir donc une sorte de renforcement d'un lien social inné lui aussi. Et que, en quelque sorte, les sociétés qui développent des règles d'éthique ou qui communiquent entre eux dans des situations où c'est le groupe social qui doit survivre et pas simplement l'individu, il est évident que l'expression et la communication de cette expression des émotions au sein du groupe social va permettre au groupe social qui possède ces moyens de lutter plus efficacement que s'il ne les possédait pas. Et donc il y a une sorte de compétition entre divers groupes sociaux pour la survie de celui-ci qui fait intervenir des représentations comme celle que j'ai montrée tout à l'heure. Mais après tout, comme le disait François Jacob, nous sommes là en plein bricolage, on n'en connaît pas encore grand-chose et c'est juste des idées à lancer pour la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour une improvisation, comme vous dites. Nous voilà émerveillés par tout ce voyage au travers de l'expression artistique et la neurobiologie. Et moi, je retiendrai une notion essentielle que vous avez essayé de faire passer, à savoir que l'artiste essaye de contester une intolérable réalité.